Et en fait, moi, dans les biorhythmes, il y a 3 biorhythmes, hein. Moi, j'ai un biorhythme, je suis très affectif. Donc, si tu te fous de ma gueule, et je vais rien dire, je vais pas en jouer des points ou t'insulter, mais je vais te montrer que je vais t'humilier d'une autre manière. Et en fait, tu mets tout ce qui est possible et inimaginable dans ton quotidien pour être plus performant dans l'entraînement. Parce qu'en fait, si tu es bon dans ta récup, bah, tu seras fort à l'entraînement et ça te permettra d'aller un peu plus loin dans l'effort. Qu'on le veuille ou non, le dopage, il est partout, même dans ta petite salle de musculation à côté de chez toi, plein d'amateurs, il est partout. Si Manu m'appelle à 14 heures en me disant ton fils est malade, il faut venir chez le médecin et j'ai entraînement à 15 heures, ben, je vais pas à l'entraînement. Tu vois, je m'occupe, il y a mes priorités. Même si je suis athlète pro, je gagne ma vie avec, quoi qu'il arrive, ça reste que du sport. Enfin, ça, je le mets bien en avant, ça reste que du sport et c'est pas ma passion, CrossFit, c'est mon travail. Ok Alex, on est live, comment tu vas? Bienvenue sur le podcast. Bah écoute, très bien, je te remercie, c'est gentil de m'inviter à ce podcast. J'aime bien la Suisse, j'adore le chocolat. Et du coup, ça me fait plaisir toujours. Dès qu'un Suisse m'invite sur un podcast, je pense au super chocolat au lait. Voilà. C'est Bah con, écoute, mais c'est vrai. non, t'es très très bien tombé. Pour ceux et celles qui te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, je sais pas trop parler de moi, quoi. Hein, je suis un homme, sexe masculin, et j'ai 41 ans, voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Euh, Alex? je suis athlète professionnel en CrossFit. Depuis combien de Voilà. temps? J'ai commencé le CrossFit en fin 2011, début 2012. Et j'ai signé mon premier contrat pro en 2017, 2016-2017. On va dire que c'était presque 4 ans et demi, 5 ans que j'en Hmm. vis. Ok, ça marche. J'aimerais bien revenir un petit peu sur ton historique parce que tu as un historique sportif qui est quand même très très large et super intéressant. Donc, quand est-ce que ça a commencé pour toi le sport dans ta vie? Et si tu peux nous faire un petit peu le parcours au niveau sportif. Ouais, avec plaisir. Alors, j'ai commencé le foot à l'âge de 4 ans, je crois. J'étais un garçon plutôt turbulent. Donc, mes parents j'étais un garçon gentil, hein, mais turbulent. Donc, ma mère travaillait beaucoup. Donc, ils m'ont mis en sport-études à l'âge de 13 ans, je crois, à peu près 13 ans. Donc, j'avais une tutrice, hein, j'ai une adolescence un peu particulière, on va dire de 3 ans jusqu'à 10 ans, j'ai fait du foot comme tout le monde, hein, courir après un ballon. Assez rapidement, je me suis un petit peu démarqué. Je n'étais pas forcément super fort, mais assez bon pour intégrer un sport-études. Mhm. J'ai fait du foot jusqu'à l'âge de 18 ans. J'avais signé un contrat stagiaire pro, mais tu sais, tous les mecs qui te disent, ouais, j'ai joué à tel niveau, j'aurais pu être pro. Bah, moi, j'avais un bon niveau, mais j'étais pas assez talentueux. Il me manquait le talent pour dire que j'aurais pu être pro, donc j'aurais jamais pu l'être. Mhm. Par contre, mon niveau dans le civil m'a valu la chance de pouvoir intégrer l'équipe de France militaire. Donc, j'étais au bâton de Joinville. Ouais. Et ça, c'était une très belle expérience parce que j'ai fait des matchs en Turquie, en Italie, j'ai fait des super rencontres. Franchement, avec le bâton de Joinville, c'était pour moi une belle expérience. J'ai quitté le football vers 20 ans. Je me suis mis à la muscu comme tout le monde parce que tu te fais chier, quoi. Donc, tu fumes 2-3 clopes, tu bois un peu d'alcool, tu fais un peu la fête, tu rencontres un peu les filles, voilà, tu as un peu ce côté sympa. Tu vois, je suis rentré dans l'armée en même temps, dans le football, en équipe de France militaire. Et puis, rapidement, j'ai mon meilleur ami qui s'appelle Guillaume, euh, qui est passionné de rugby. Un jour, m'a lancé un ballon. C'est tout bête, ça m'a lancé un ballon. J'ai pris un ballon, j'ai tapé dedans. Il dit, putain, t'es assez habile. Puis de fil en aiguille, j'ai joué un peu avec des copains pour rigoler. Et puis ce côté un petit peu rapide, un peu brusque, je me dis, t'as quand même un super niveau. Tu voudrais pas essayer de jouer en club? Bah, il dit non, pas spécialement parce que je suis pas rugbyman. Mhm. Et lui, il a vraiment, 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 vraiment tenu à faire en sorte que je joue cette carte de rugby. Donc j'ai joué au rugby avec mon régiment pour vraiment pour dépanner. Hein. En gros, on avait une bonne équipe de rugby à Brive. Ouais. Tu avais la moitié de l'équipe qui sont partis en mission, je crois au Kosovo ou en Côte d'Ivoire. Il fallait remplacer les trous qui manquaient. Il dit tiens, lui, il est petit, il est assez robuste. Allez, on va le faire jouer un peu au rugby. Et puis ils m'ont donné un ballon et j'ai dû marquer genre 3 ou 4 essais. On a joué contre Clermont-Ferrand, le 90e mérite Clermont-Ferrand, c'est un régiment d'infanterie. Ouais. Les mecs ont dit putain, il est pas mal au football. Tu jouais quel Ils m'ont fait poste? faire les sélections. Comment? Tu jouais quel poste? Alors j'ai commencé ailier, après j'ai fini premier centre. Ok, d'accord. Donc, du coup, si tu veux, j'ai joué comme ça vraiment. Ça me dépensait, moi, ça me faisait marrer prendre un ballon, rentrer dans l'art, tu vois. Je courais vite et tout, c'était cool. J'avais quand même c'était un sport d'impact, donc j'avais pas envie de me faire mal, tu vois. Mais bon, j'étais un peu dur au mal. Et puis, c'était assez drôle parce que c'était un moment où l'équipe de France militaire de foot, de rugby, pardon,
avaient des pénuries dans leur, si tu veux, dans le nombre de personnes dans leur collectif. Et ils demandaient au régiment de filer leurs meilleurs joueurs de manière à ce que justement ils puissent faire un recrutement. On ne sait jamais, peut-être par le rare par-ci par-là. Moi, je suis arrivé, je me rappelle, à Fontainebleau, c'est-à-dire que 3-4 ans avant, j'étais en équipe de France de football. Il me voit arriver 3-4 ans plus tard, un mec un peu plus robuste, forcément muscu, un peu plus mangé, machin. Et j'intègre l'équipe de France militaire de rugby. Donc là, vraiment, un truc incroyable. Hein. On dit, mais putain, ce mec, il a du football, il est dans l'équipe de France, militaire, bien sûr. Hein. Alors, il va à l'équipe de France de rugby militaire, c'est qui ce mec, machin. Et du coup, comme un acteur de cinéma, à chaque fois que je faisais un sport, je me mettais en la peau du personnage et je lui mettais corps et âme. Et au bout d'un peu plus d'un an avec l'équipe de France militaire et armée de terre, mon copain qui y croyait beaucoup, Guillaume, s'est mis à envoyer des curriculums vitae à tous les clubs pro de rugby en France. Et tu as 2 clubs qui ont répondu présent. Tu as le club de Auch en Pro D2 et le club de Albi en Pro D2 aussi. Donc j'ai été à Auch. J'ai fini premier des tests physiques. Au niveau rugby, on a vu que j'avais des lacunes au niveau du placement, de la défense. L'attaque, pas trop de problème. Je savais un peu me placer. J'écoutais les mecs qui me disaient, mets-toi derrière moi, je vais te piler le ballon, on va faire un croisé, machin. Bon, je savais à peu près, tu vois. Puis j'étais assez habile de mes mains. Et en fait, à Auch, ils ont dit bah non, parce qu'ils avaient un peu peur du dopage, parce qu'ils avaient des mecs, ils avaient beaucoup de mecs, c'est des îles, qui étaient relativement forts en deadlift, en squat et tout. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu un squat assez lourd. Ouais. Et si tu veux, les mecs, leur ont mis un peu la misère en squat. Ils disaient, ah, comment c'est possible, ce mec-là, il fait des squats plus lourds que les Tahitiens, c'est pas normal et tout, donc on prend pas de risque. Et donc, ils m'ont envoyé à Albi. À l'époque, l'entraîneur de l'équipe d'Albi en Pro D2, il descend en top 14. Ils arrivent au top 14, ils descendent en Pro D2. C'est Eric Béchu, qui malheureusement est décédé d'un cancer aujourd'hui. Et ce mec, il a dit, bah écoute, pour moi, tu as des belles qualités, tu n'es pas plus con qu'un autre, on va tester, et puis si ça passe, on te prend. Et en fait, bah, j'ai pas gagné les tests, mais j'ai réalisé les tests. Je suis rentré dans ce qu'ils voulaient comme performance, et donc ils m'ont intégré. J'ai eu une licence pro en Pro D2 à Lyon Rugby. Et ça a duré une saison, j'ai pas trop joué, mais ça m'a donné une belle expérience. Et puis après, voilà, j'ai quitté le rugby parce que j'étais pas issu de l'école de rugby, qui sous-entendait qu'en fait, bah, j'avais pas la fibre rugbystiquement parlant. Donc voilà, je suis parti. Je suis revenu un peu dans la muscu, un peu les sports de combat, mon cursus militaire, parce que moi je suis moniteur de sport à l'armée. Et ma deuxième casquette, c'était garde du corps quand je suis militaire. Si tu veux, quand tu es dans le bureau des sports, tu es obligé de passer tout ce qui est maître-nageur. Moi, je passais BNCSA, j'ai dit pour en escalade, en athlétisme, tout ce qui est sport de combat, tout ce qui est technique d'intervention pour que quand les mecs sont en OPEX, faire des fouilles, des palpations, mise au sol, machin, à se protéger. Et donc, du coup, je vais à Fontainebleau pour passer un certain nombre de tests. Et puis, là, dans les tests que je passe, c'est les tests sportifs. Donc, je reviens à Fontainebleau une 3e fois, dans un cursus purement sportif de l'armée, en fait. Et là, dans les tests, pour être moniteur de sport en tant que sous-officier, il y avait une dizaine de tests physiques et 5 ou 6 tests de culture générale, orthographe, machin, à ton niveau en anatomie, en physio, c'est hyper complet. Et dans les tests physiques, tu avais plein de tests endurance, natation, montée de corde et tout, habilité, et puis tu avais un test de vitesse. Et moi, je suis arrivé avec la muscu et tout, je devais faire 90-92 kilos, tu vois, bon, un peu de bidon, on s'en foutait. Et puis tu avais un test 40 mètres de vitesse. Et il y avait je me souviens plus du chrono, mais c'était un niveau national sur 40 mètres. Moi, j'arrive, j'avais pas de pointe et tout, j'avais des baskets. Hein. Je sprint. Je mets même pas de bloc start ni rien. Je sprint comme ça. Putain, ils prennent le chrono. Ils disent, putain, t'es trompé. Pas possible, c'est quoi ce chrono Ah, Jolivet, viens voir. Moi, j'étais sergent, tu vois. Ah, Jolivet, venez voir. Vous pouvez courir le 40 mètres, là, on n'est pas sûr. On va tous les mêmes temps, machin. Bon, j'ai pas de souci. Je repars, je cours. Je prends le chrono, je fais encore mieux. Et là, il y a un mec qui vient me voir, il me dit je peux poser une question Je suis ouais, bien sûr. Tu as déjà fait de l'athlétisme Je dis ouais, j'en ai fait 2 ans en UNSS quand j'étais plus petit. Ouais, je suis un peu courir, mais pas plus, tu vois. C'était pas très académique, mais je cours assez vite. Le mec, il me dit est-ce que tu connais le bobsleigh Je le regarde, je pense à Star Rocket, bien entendu, le film que tout le monde a vu, je rigole, tu vois. Et le mec, en fait, c'était Max Robert, qui a été médaillé de bronze à Nagano en 98 en bobsleigh. Ouais. Qui était militaire et qui, après sa carrière d'athlète de haut niveau, était resté militaire et était à l'école des sports. Et voilà, donc c'est vraiment, il dit, bah écoute, franchement, tu as un super potentiel. Et moi, je me rappelle, donc j'ai réussi les tests d'entrée
pour devenir moniteur de sport en tant qu'officier. Et c'était un an d'études. Et tous les mercredis d'après-midi, tu avais une option. Et moi, je voulais prendre option escalade. Et lui avait changé mon option. Il avait dit non, toi, tu prendras option force et haltéro. Mhm. Force haltéro, j'ai jamais fait de stage de ma vie. Et en fait, c'est lui qui m'a un peu appris les mouvements. Donc, le côté force, bench, squat, tu vois, soulevé de terre. Ouais. Et après, le côté haltéro, snatch, clean and jerk et tout, tu vois, il a vraiment été de très bons conseils. Il était bleu à Cumès, donc tu vois, vraiment, vraiment clean. Et puis, il m'a envoyé à Monaco faire les tests avec Bruno Mingeon, qui a fait 4 ou 5 fois les Jeux Olympiques. J'ai réussi les tests. Et le souci, c'est que si je voulais intégrer l'équipe nationale monégasque, et bien, comme il n'y avait pas de passerelle entre la France et Monaco, bah, je devais prendre sur mes jours de congé. Et donc, si tu veux, dans l'armée, on avait 9 semaines de congé par an. Je n'avais pas posé mes 9 semaines de congé que pour faire du bobsleigh. Donc, j'ai refusé l'invitation, ça ne m'intéressait pas, tu vois, je voulais aussi profiter un peu de mes vacances. Et du coup, Max Sova m'a dit, bah, ce qu'on va faire, c'est que si tu ne peux pas aller avec Monaco, tu vas aller à l'INSEP et tu vas faire les tests de l'équipe de France normale, civile. J'arrive à l'INSEP, je fais les tests et je finis premier des tests. Et j'avais une grosse boule au ventre parce que moi, quand je suis arrivé, il n'y avait que des mecs, Alexandre Baer, Michael Cerizet, il y avait David Rollet, que des mecs qui avaient fait les Jeux Olympiques de 2006, de Turin. Moi, je suis arrivé avec mon débard de Reverlas, mon short Adidas un peu troué, tu vois, mon ex-copine, avec mes dents de poulet, tout, mon pain de mie. Tu sais, je faisais pas de bruit, je faisais faire les tests. Ça m'impressionnait l'INSEP quand même, tu vois. Ouais. Je finis pour les tests. Et donc, du coup, bah, c'est là qu'a commencé, fin 2006. Je suis rentré en équipe de France et je suis resté numéro 1 français toute ma carrière de bobeur. Puisqu'encore une fois, je me suis fait entraîner par Daniel Lapère à Manosque. Je me suis même fait muter dans un gym à Gap pour être proche de l'Italie, pour aller m'entraîner sur la glace. J'ai trouvé des partenariats avec l'équipe de hockey sur glace des Rapaces de Gap qui est en Ligue Manus, qui sont pros. Ils me laissaient, je faisais un peu de préparation physique avec eux pour qu'ils me laissent une petite partie de la glace avant qu'il la lisse, tu vois, pour que je puisse courir dessus avec mes cards. Ouais. Donc j'ai une belle carrière en bobsleigh. Ouais. Et ensuite, le problème des sports de haut niveau de fédération olympique, c'est très politique. Donc, si tu veux, on m'a un peu enlevé les Jeux de 2010. J'ai un peu eu les boules. Et je savais que les Jeux de 2014, à Sochi, on allait également me les enlever. Et j'ai fait une grosse chute, malheureusement, en 2011, au championnat du monde à Lake Placid aux États-Unis, en Amérique du Nord. J'ai eu peur, en fait, parce que l'équipe de France, clairement, n'a pas beaucoup de moyens. Et si tu veux, quand tu sais que tu tombes avec un casque, ton casque il va à la poubelle et que nous, des fois, on redescend avec le même casque, tu vois, en termes d'intégrité physique, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Donc, j'ai pas eu la décision d'arrêter. Je me suis pété l'épaule. J'ai eu pas mal de petits soucis de santé qui étaient un peu embêtants. Et un jour, en quelques semaines, mois plus tard, je reviens à New York et je rentre dans une salle. C'était fin 2011, ouais. Juste pour faire du squat. Putain de salle très jolie pour faire du squat. Donc, à cette époque-là, j'avais un squat qui était relativement lourd. Et je fais du squat et il y a un mec qui vient me voir. Tu sais, le côté américain, cette ferveur. Oh mec, comment tu vas? Putain, t'es steak et tout. T'as un super squat, t'as un super mouvement. Putain, c'est cool. Et vraiment, vraiment, mec super gentil. Et il me dit, est-ce que tu as envie de faire un WOD avec nous? Et moi, j'ai compris un wood. Donc, tu sais, la forêt, le bois. J'ai dit quoi, le mec? Je sais pas ce qu'on va faire. Tu sais, c'était un peu bizarre, tu vois. Bon, j'avais un anglais qui était pas mauvais, mais j'ai peut-être pas capté un truc. Et puis, il me dit, ouais, viens faire un exercice avec nous, machin. Donc, je dis oui. Et là, le mec me cale un 21-15-9. C'est mon premier workout. Hein. Box jump, deadlift. Le deadlift était à 2,25 lbs, donc à 102 kg. À cette époque-là, j'avais un deadlift, moi, à 345. Et j'avais une super détente parce que bobber, c'est l'amplitude par la fréquence et c'est l'explosivité. Ouais. Donc, je fais un super temps sur ce WOD. Alors, bien sûr, des mouvements pas très académiques. Je pense pas que tous les mouvements étaient reps. Mais le mec me regarde. Genre, je finis le WOD. Il était encore dans la série des 9-9. Il vient me voir. Il me dit, putain, honnêtement, t'es un peu gros encore, physiquement, tu vois, musculairement, mais tu devrais faire du crossfit. Et c'est à ce moment-là, vraiment à ce moment-là, que j'ai entendu pour la première fois de ma vie crossfit. J'arrive en France, à Gap, et là, première box, il y en a une box qui est à Paris, une à Bordeaux et une à Montpellier. Donc là, autant te dire que moi j'habitais à Gap, la box la plus proche, elle était à 5 heures de route. Donc je dis, bah, c'est mort. Donc, du coup, j'avais un code Elite sur lequel j'avais à peu près entre 8 et 10 000 euros.
j'ai pété mon code à vie. Je me suis acheté plein de matériel. Et en fait, j'ai vendu ce que j'appelais le cross-training parce que je ne pouvais pas l'appeler CrossFit parce que j'étais pas fier hein, du tout, Ouais. aux, aux officiers de mon régiment, au bureau opération instruction, en leur vendant un petit peu de CrossFit opérationnel. Ouais. Avec alors les mecs, tous les lundis matins et les mercredis matins, les mecs qui faisaient du CrossFit entre guillemets avec un pistolet en plastique, un fusil en plastique, un sac à dos monté sur des boîtes, machin roulé. Les mecs, c'était leur moment à eux. Les mecs de 45-50 balais, c'était comme des fous. Ouais. Et grâce à ça, j'ai réussi à avoir une petite alvéole de 70-80 mètres carrés dans laquelle je pouvais m'entraîner réellement en Mhm. CrossFit avec mes anneaux, ma cage et tout ça. Et c'est vraiment là que j'ai commencé le CrossFit. Donc, je l'ai commencé vraiment de manière pour moi, pour essayer de perdre un peu de poids, avoir un bon chef, faire des choses que, tu sais, être à l'aise, marcher sur les mains, faire de la gym, c'était chouette. Mhm. Et puis, à un moment donné, je me suis inscrit à une compète. C'était les Bruxelles-sur-Danne, Ok. donc en Belgique. Et en fait, j'ai fait cette compète-là, qui était pour moi la première compète. Donc, tu te doutes bien que un militaire, après, je suis passé chef, donc je gagnais un petit peu moins de 1 800 € par mois. Tu as ton loyer, tu as tout ça. Tu as une compète, c'est vite un billet d'avion, c'est vite tu vois, un hôtel, de la bouffe et Mhm. tout. Donc, Mhm. tu sais, voilà, quand tu y vas, faut que ça soit un bon moment, quoi. Ouais. Et j'ai pas été en finale. J'ai pas été en finale parce que j'étais pas assez bon. Par contre, tu as quelques mecs, je dirais pas leur nom, tu vois, je suis pas là pour faire de la polémique, mais qui n'ont pas été très cool avec moi, tu vois. Tu vois, qui sont Mhm. limite un peu moqués. Et en fait, moi, dans les biorhythmes, il y a 3 biorhythmes. Hein. Moi, j'ai un biorhythme, je suis très affectif. Donc, si tu te fous de ma gueule, et je vais rien dire, je vais pas jouer des points ou t'insulter, mais je vais te montrer que je vais t'humilier d'une autre manière. Et en fait, ma manière à moi, c'est de m'enfermer dans ma grotte, c'est de rien dire à personne, c'est d'aller sur Internet, c'est de mettre en avant toutes mes connaissances dans la NAD, dans la physio, la récupération, le sommeil, l'hydratation, tout ce que tu veux, et de m'entraîner très, 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 très durement, avec beaucoup d'abnégation. Et quand je sors de ma grotte, en fait, bah, c'est simplement pour montrer que tu verras que mes chaussures. Parce que j'ai vraiment envie de faire le meilleur résultat possible. Mais et toi, je suis pas méchant, mais je trouve ça débile en fait de se moquer. Donc en fait, je me suis dit, bah, j'ai envie de faire de la performance en CrossFit, sans savoir réellement où ça allait m'amener. Et du coup, bah, j'ai vraiment réussi à sortir un peu mon épingle du jeu. Parce qu'à chaque fois que je sortais, en fait, bah, au départ, je gagnais quasiment toutes mes compètes. Donc ça, c'était vraiment chouette. Donc Mhm. ça me permettait de gagner un petit peu de sous en plus. Donc c'était vraiment chouette. Ouais, et puis voilà. Après, je fais partie de ces athlètes de ces entre guillemets anciens athlètes qui, moi, j'ai eu tout ce que j'ai aujourd'hui. Je l'ai pas eu parce que j'ai une belle gueule ou un beau physique, parce que là, c'est pas le cas, tu vois. Mais j'ai eu tout ce que j'ai aujourd'hui, j'ai eu que par rapport à mes performances. On m'a rien donné gratuitement, en fait. Tu vois, on m'a Mhm. rien donné. Moi, quand on me disait, si tu gagnes la compète, bah, on te file 1 000 €, bah, je peux te dire que le mec qui était devant moi, je voulais le buter parce que je savais que je pouvais gagner 1 000 € et que 1 000 €, bah, tu fais le calcul, c'est quand même cool, tu vois. Tu peux t'acheter une paire de Mhm. baskets, tu peux t'acheter quelques poids, tu peux inviter ta copine au restaurant. Enfin, tu vois, c'est vraiment des choses, c'est quand même 1 000 €, quoi. Tu vois, c'est pas. Donc, ouais, j'avais une motivation. Et après, si tu veux, bah, de fil en aiguille, j'ai su m'entraîner d'une manière différente, plus intelligemment, avec plus de souplesse. Et puis, ça a donné ce que ça donne en termes de résultats jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Quelles ont été tes plus grosses influences au début quand tu as trouvé le CrossFit en termes d'instruction, d'éducation pour toi-même au niveau des mouvements, au niveau de la technique, au niveau de la programmation? Parce que c'est clair que tu avais un très très gros bagage athlétique déjà derrière toi avec beaucoup de disciplines qui, on va dire, euh, qui sont complémentaires pour le CrossFit. Tu parles du squat, tu parles du renforcement, tu parles de tout ce qui est athlétique aussi. Donc, comment est-ce que tu as appris au début, vraiment pour tout ce qui est pur CrossFit? Bah, au début, c'était pas très évident parce que alors, j'ai de la chance, j'ai aussi fait un peu de gym étant petit, j'avais une bonne mobilité, Mhm. donc, mais j'avais beaucoup, beaucoup de force. Clairement, j'avais vachement de force. À l'époque, j'avais un squat à 2,90, un gros soulevé de terre. En développé couché, j'étais pas très fort, mais j'avais quand même, tu vois, 160, 170, donc c'était comme une bonne barre, mais c'est pas non plus par rapport à mon poids de corps énorme. Donc j'ai laissé tomber la force pendant plus d'1 an, complètement, en faisant un petit peu de temps en temps. Mhm. J'ai vachement axé sur le cardio et j'ai vachement axé sur tout ce qui était mouvement de gym. C'est que je sois à l'aise en gym. Et surtout à faire attention, pas confondre vitesse et précipitation, parce que je commence à avoir des tendinites, un peu à droite à gauche, au coude, Mhm. au poignet. L'idée, c'était d'adapter ma nutrition, parce que moi, j'ai commencé CrossFit, je faisais 109 kilos. Alors, avec un petit peu de ventre, mais par contre, musclé, vraiment, vraiment, pas bodybuildé, mais presque, on va dire. Vraiment, Mhm. mais j'étais plus beau habillé que en slip.
Tu vois, Mm. 109 plombes, c'était quand même un mec costaud. Tu dis, waouh, mec, il est balèze, tu vois. Et l'idée pour moi, c'était d'essayer de trouver un poids de forme. Je ne savais pas vraiment c'était lequel. Tu vois, j'ai fait des compètes à 98 kilos, après j'ai fait des compètes à 94. Aujourd'hui, je sais qu'en compète, entre 89 et 90, c'est là où je suis le plus performant. Mm. Donc, hors saison, je suis à peu près comme aujourd'hui, entre 93 et 94. Et quand j'approche des échéances, je suis plus dans les 90 kilos, on va dire, peut-être 91. C'est un peu plus dur de perdre du poids maintenant, mais Mm. j'échelonne un petit peu comme ça. Mm. Je me suis altéro. Après, je me suis entouré de gens intelligents, c'est-à-dire que moi, j'avais un adjoint-chef dans mon bureau des sports. Moi, j'étais adjoint du bureau. Le mec, il avait un super niveau en course à pied. Donc, lui, il me faisait mes plans, si tu veux, en course à pied. Après, il y avait une nana qui était extrêmement forte en gym. Bah, si tu veux, je donnais beaucoup de conseils. Donc, je savais vraiment, je me remplissais d'humilité, tu vois. J'écoutais, je faisais tout ce qu'il y avait à apprendre pour devenir meilleur. Et puis après, au fur et à mesure, les gens sont mutés. Comment ça se passe dans l'armée, les mutations. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau mec qui est arrivé, bah, j'avais un mec qui était hyper fort dans d'autres domaines. Donc, je piochais. Là, j'ai eu un mec à un moment donné qui était hyper fort en aviron, mais a vachement fait progresser au rameur. Mm. Donc, si tu veux, bah, j'écoutais ces mecs-là comme un livre ouvert, tu vois, c'était fantastique. Ouais. Et après, en altéro, moi, j'ai un très bon copain à moi qui s'appelle Benjamin Quin, qui fait plusieurs fois les Jeux Olympiques. Ouais. Kevin Kessmaker, pareil, qui a été en équipe de France pour des années, avec qui j'ai fait des séminaires. Et si tu veux, à chaque fois, bah, je prends des conseils, j'écoute. Quand ils me donnent... Et par contre, pour ces mecs-là, je suis très râleur, mais quand un mec qui pèse dans la balance me donne un conseil, même si des fois je comprends pas, je suis pas forcément d'accord, eh ben, je me tais comme un garçon, comme à l'école en fait. Je suis très bien éduqué. Je me dis que si ce mec-là a vu quelque chose que moi j'ai pas vu, je l'écoute et j'essaie de mettre en application. J'ai Mm. toujours fonctionné comme ça. Si tu, maintenant que tu as la perspective et le recul, quels ont été on va dire tes passages athlétiques qui t'ont le plus bénéficié, à ton avis, pour ta réussite en CrossFit aujourd'hui? Hmm. Alors, je te dirais peut-être. C'est une drôle de question, on l'a jamais posée, tu vois, c'est très original. Euh, je dirais que le rugby m'a quand même pas mal aidé Mm. parce que c'est un sport. Il faut être très intelligent pour jouer au rugby. Je tire mon chapeau au rugbyman parce que d'un côté, tu as ce sport qui est très technique et très tactique, qui est très rugueux parce que il y a des mecs qui mettent la tête là où nous on ne mettrait pas les pieds. Et en même temps, il faut être intelligent parce que tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Il faut être bon en attaque, il faut être attaquant, il faut être défenseur. Dans un match de football, l'attaquant passe 80% du temps à attaquer et 20% Mm. à défendre. Au rugby, c'est 50-50. Mm. Tu vois, donc c'est un sport de contact. Je pense que le rugby, il y a une partie du rugby que j'aime pas beaucoup, ce côté un peu festif, tu vois, qui des fois qui déborde un peu. Mais sur le côté, je veux dire, euh, communauté et surtout jeu, c'est vraiment un sport très intelligent en fait, je trouve. Donc ça m'a beaucoup aidé. Mais après, je suis très, j'aime tout. J'aime tout, c'est-à-dire que tu me files un skateboard, même si j'en ai jamais fait, je vais vouloir apprendre. Badminton, paddle, je fais un peu de tout. Donc quelque part, je pense que ce qui m'a vraiment aidé, surtout, je pense, hein, c'est tous les gens que j'ai rencontrés. Mm. Tu vois, c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont eu la gentillesse de m'accorder un peu de patience et avec qui j'ai partagé des moments sympas dans différents sports. J'ai fait du roller, j'ai fait du frisbee, et des fois tu fais des trucs. Voilà, je pense que c'est ça parce que le CrossFit, si tu veux, je pense pas que tu prends un haltérophile qui arrive dans le CrossFit. J'ai plein d'exemples à te donner. Le mec, il a beau avoir fait les Jeux Olympiques, il arrive dans le CrossFit, il va rien faire du tout en fait. Tu vois, je pense que c'est vachement, ça dépend aussi de l'âge. Mm. Je pense que si tu es assez polyvalent et que tu aimes un peu toucher à tout, là, l'avantage, c'est que comme je suis arrivé avec comme tu as dit tout à l'heure, avec un gros background en force, bah, c'est sûr que ça aide quand même beaucoup. Même si ça te ralentit sur un certain domaine, certaines filières, quoi qu'il arrive, tu as un gros background en force, c'est quand même cool. Ouais. Depuis tes débuts, donc tu as dit c'était 2011-2012 quand tu as trouvé le CrossFit, c'est ça? Ouais. Depuis tes débuts en compétition, quelle a été l'évolution pour toi des compétitions CrossFit? Où on en est à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui, au jour d'aujourd'hui, pas à l'heure d'aujourd'hui, et qu'est-ce qui manque encore pour amener les compétitions à un niveau de professionnalisme un petit peu plus élevé, comme tu as peut-être, ou comme tu as certainement vu et tu as fait partie de ces compétitions-là en bobsleigh et d'autres sports aussi à haut niveau? Bah, aujourd'hui, le CrossFit, enfin, quoi,
Aujourd'hui, le CrossFit change beaucoup ses trucs. Un coup, tu as les régionales, après tu les as plus, après tu as les functional. Tout ça, c'est un peu chaque année, c'est pas un truc figé comme on pourrait Mhm. voir championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux Olympiques. Tu vois, c'est pas comme ça. Il n'y a pas une fédération. Aujourd'hui, il y a quand même des compétitions qui sont extrêmement grandes. En France, tu as les French Throwdown, qui est devenu un functional, donc c'est vraiment une grosse compétition. Mhm. Après, tu as The Wodapalooza, tu as les CrossFit Games qui sont, entre guillemets, les championnats du monde. Non, et puis aujourd'hui, si tu veux, avec la technologie et l'évolution, les compétitions, elles sont dingues. Tu vas faire les games, mais tu fais Miami, Wodapalooza, c'est un festival de fitness à la base, mais aussi un functional. Tu as des écrans géants, c'est incroyable. Enfin, tu as l'impression que c'est à chaque fois des Jeux Olympiques. Hein. C'est waouh, c'est vraiment quelque chose de gros, tu vois. Mhm. Donc, non, je pense qu'aujourd'hui, au niveau CrossFit, c'est quand même vachement. Enfin, le level est vachement haut. Ouais. Déjà, il est haut au niveau des performances, au niveau des athlètes. Et l'organisation, même, tu prends une petite compète en France ou même en Suisse, hein, tu regardes comment les mecs ils l'organisent, les partenaires qu'ils trouvent, les lieux, c'est bien foutu, tu vois, les logements, ils trouvent des partenariats, surtout en Suisse. Ils adorent le sponsoring depuis, j'ai envie de dire, 2017, ça fait 3-4 ans. Ouais, il y a vraiment chaque organisation, chaque compète est assez impressionnante. Tu as un moment préféré en tête d'une de tes compétitions? C'est-à-dire un moment dans la compète ou une compète préférée? Les deux. Euh, Alors, ma compète préférée, c'est les CrossFit Games, tu vois. J'ai cette chance de m'y être qualifié 4 fois, d'y avoir Mhm. participé 3 fois, puisque les derniers ont été annulés pour le Covid, pour cause du Covid. J'ai cette chance d'avoir fait un podium, d'avoir fait deuxième au CrossFit Games. Ça, c'est quelque chose de très, très fort. Hein. C'est vraiment, moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'émotions, tu vois. C'est quelque chose, tu vois, je t'en parle encore, j'ai des frissons parce que euh, moi, ma femme, elle vit pleinement ma passion, tu vois. C'est même pas ma passion, mais elle vit pleinement mon job, mais de manière un peu détachée. C'est-à-dire qu'en gros, ma femme, on parle quasiment jamais de CrossFit, elle me parle pas de mes entraînements, tu vois, elle me laisse faire mon job, tu vois, voilà. Mais par contre, quand on est au CrossFit Game, tu vois, elle vit 100% chaque seconde. Je manque de rien. Donc en fait, finalement, mon meilleur moment pendant la compète, c'est pas tant te dire tel WOD était génial, c'est de te dire j'ai une femme qui s'occupe de moi comme personne en fait. Enfin, tu vois, Mhm. franchement, j'ai une logistique. Je conduis pas pendant 3 semaines, elle me fait tous mes repas. Si j'ai besoin du moindre truc, elle se coupe en quatre. Je pense que mon meilleur moment, c'est de me dire que j'ai vachement de chance parce que si j'y vais avec un pote au game, ça se passait pas comme ça. Et si je fais deuxième, c'est grâce à mon staff et surtout grâce à ma femme qui est là pour me dire hey mec, maintenant tu bois ton verre, tu bois de l'eau là. Tu vois, tu as une crampe au dernier watt, tu bois de l'eau. Enfin, je te mets un petit peu de sel et de citron dans ton eau là, et tu le bois. Tu vois, Mhm. et elle va me regarder pour que je prenne mon eau. Voilà, c'est ça mes moments en fait. C'est de me dire que j'ai vachement de chance. Ouais, ça me fait beaucoup penser à la femme de Matt qui est aussi, et il le dit aussi très souvent, c'est vraiment ce qui est en dehors qui lui permet de faire son travail, hein, parce que comme tu l'as dit, à ton niveau, c'est un travail maintenant, tu es, un professionnel, et sans la structure de support autour et de soutien, ce serait quasiment impossible de faire les mêmes performances. À un moment donné, il ne faut pas être égoïste. Hein. Tu sais, quand tu as Samy, je connais hein, Samy, la femme de Matt, je la connais. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Tu peux pas, en fait, tu peux pas te lever le matin à 6 heures. Moi, dans mon quotidien aujourd'hui, hein, j'ai un petit bout qui a bientôt 6 mois. T'occuper de ton fils de 6 à 7, faire tes petites affaires et déjeuner de 7 à 8, être à l'entraînement à 9h30, t'envoyer sévère à l'entraînement, rentrer, faire tes petites bricoles, te remettre une deuxième dose l'après-midi en bi-quotidien. Et puis quand tu arrives vers le mois d'avril, tu es en tri-quotidien. Et te dire le soir, ouais, c'est bon, je vais faire le repas, bouge pas, je vais faire le repassage. Tu peux pas, t'es mort. Donc si Mhm. tu as quelqu'un à côté de toi qui te dit, attends, bouge pas, je m'en occupe. Je sais que ta journée a été pénible. Euh, franchement, ça vaut de l'or. Donc sans ça, en fait, tu n'y arrives pas. Le mec qui me dit, je suis célibataire, je vis seul, je m'entraîne 10 heures par jour et chez moi, c'est super propre, c'est super rangé, je fais la cuisine, je suis master chef. Ouais, c'est un menteur, clairement. Donc oui, nos femmes sont très importantes, c'est sûr.
Cet épisode est présenté par Strength Coach Network, la meilleure plateforme d'éducation et de développement pour les coachs et les préparateurs physiques. Strength Coach Network propose plus de 200 heures de contenu vidéo éducationnel présenté par des coachs à la pointe de la performance sportive tels que Dan Pfaff, Derek Hansen, Carl Dietz et Buddy Morris. Si tu cherches à améliorer tes connaissances et tes compétences, tu trouveras tout ce qu'il y a à savoir sur le développement de la vitesse, l'agilité, la pliométrie, l'endurance, la réathlétisation, la programmation et bien plus. Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe, du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com/upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com/upside pour bénéficier de cette offre exclusive. J'ai une question sur Insta pour toi qui était comment arriver au CrossFit Games. Peut-être ce qui pourrait être intéressant, c'est est-ce que tu peux parler du niveau de professionnalisme qui est requis de toi et de tous ceux qui veulent performer au meilleur niveau en dehors des entraînements quelles sont les choses que toi tu fais au jour le jour en dehors des entraînements qui font, à ton avis, la différence par rapport à ceux qui s'entraînent juste dur mais que derrière, ça ne suit pas? En fait, chaque personne est différente. Ça faut bien le comprendre. Maintenant, moi, je regarde pas les autres. Tu vois, par exemple, tu vas sur mon Instagram. Je suis pas un influenceur. Je pense que je pourrais avoir 100 000, 200 000, 300 000 followers. Je pense pas que ce soit très compliqué. Et dans le following à côté, moi, j'ai 11 following. J'en ai que 11. Avant, j'en avais un et du coup, j'ai obligé d'en avoir 10 de plus. J'en avais un avant, c'était juste ma femme. C'est juste mes sponsors. En fait, justement, dans mon fil d'actualité, j'ai pas grand-chose. Je perds pas de temps sur les réseaux sociaux, ou très peu. Et en fait, je regarde pas les autres. Et en fait, c'est simplement, j'essaie de faire tout ce que je… En fait, à partir du moment où tu es coach, moi, j'ai plein de diplômes dans le domaine du sport. J'adore la nage, j'adore la physio. Je suis assez calé dans le sommeil. Je suis assez calé dans l'hydratation. Tu vois, là, par exemple, c'est tout bête, hein, mais j'ai fait l'intoxication alimentaire lundi. Le mec qui fait l'intoxication alimentaire, ce qu'il va faire en général, il va prendre un petit peu de riz, manger un peu moins, il va laisser passer les choses. Il va pas prendre de probiotiques pour refaire sa flore intestinale. Il va pas prendre des solutions de réhydratation. Il va pas augmenter son sommeil. Il va pas se coucher plus tôt pour forcer pour une cycle de sommeil. Il y a plein de petits détails en fait qui dans la performance vont jouer. Donc moi, ça me permet de reprendre l'entraînement beaucoup plus tôt. Et puis à côté de ça, tu sais ce que tu es capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire. Donc en fait, tu donnes le meilleur de toi-même. Et en fait, tu mets tout ce qui est possible et inimaginable dans ton quotidien pour être plus performant dans l'entraînement. Parce qu'en fait, si tu es bon dans ta récup, tu seras fort à l'entraînement et ça te permettra d'aller un peu plus loin dans l'effort. Et à chaque fois, d'additionner un petit kilo, deux petits kilos, trois petits kilos et surtout d'être régulier, d'avoir une régularité pour rester à peu près moyen partout et faire en sorte d'avoir une évolution. Les mecs, moi, je suis anti-cycle, hein, c'est-à-dire tu fais un cycle de force pendant 6 semaines, toi qui es coach, tu le sais, allez, tu as pris 7, 8 kilos, 10 kilos sur ta barre et après tu passes sur un cycle d'endurance de force avant le qualitatif et l'analytique. Et quand tu sors de l'endurance de force, tu as perdu à peu près 30% de ce que, voire 40% de ce que tu as gagné dans ta force. On fait du crossfit. Hein. Le crossfit, c'est tout travailler tout le temps. C'est divers, c'est varié. Quoi. Bon, moi, je bosse comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai 41 ans. C'est sûr qu'à 41 ans, je ne ferai jamais les barres que je faisais quand j'avais 28-30 ans. Mais ça, je m'en fous. L'idée, c'est je sais que je régresserai d'année en année, mais c'est d'essayer de régresser le plus lentement possible. Donc en fait, ce que je fais, ça a été ma mère qui m'a appris ça. Même si à côté, l'herbe est plus verte, on s'en fout en fait. Il ne faut pas regarder ce qui se passe à côté. Il ne faut pas regarder ce que font les autres parce que tu as toujours envie de te tester. Ah, il a fait ça, je pense que je vais me le faire. Moi, je fais mon boulot. Quand j'arrive en compète, je donne le meilleur. Si je gagne, tant mieux, c'est que je me suis bien préparé. Si je gagne pas, c'est j'ai la place que je mérite à ce moment-là. Depuis que tu es tourné compétiteur pro en CrossFit, quels sont les petits ajustements que tu as fait soit à tes entraînements, soit à ton style de vie en dehors d'entraînement qui, à ton avis, ont eu un impact positif sur tes performances? On est militaire, donc on est souvent muté. Donc il y a beaucoup de déménagements, donc c'est toujours un renouveau. Donc le renouveau, c'est toujours très excitant. Donc moi, tu sais que j'ai fonctionné pendant des années en garage gym. C'est pas que j'aime pas les box en fait, mais c'est qu'à un moment donné, quand tu as un petit peu de notoriété, quand tu vas dans une box,
bah, les gens sont très contents de te voir. Donc déjà, tu mets 2 plombes avant de t'entraîner parce que tu as un petit café, les gens te posent des questions, tu discutes. Et puis après, tu as des gens qui veulent s'entraîner avec toi. Et souvent, quand les gens veulent s'entraîner avec toi, arrive le moment fatidique où tu fais un MRAP ou un WOD. Et les mecs, ce qu'ils veulent, c'est se mesurer à toi. Et en fait, ça fausse ton niveau d'intensité que tu as décidé de mettre dans la semaine. Donc à chaque fois, tu dois essayer de leur dire, attends, tu vas pas me la mettre. Et donc, tu vois, à chaque fois, tu as ce méli-mélo de toujours, c'est les championnats du monde, machin. Donc moi, j'ai déjà monté 6 garages gym que je monte de toutes pièces. Hein. Et à chaque fois que je vais quelque part, comme en Corse, tu vois, ici, là c'est un peu différent parce que j'ai monté un gros garage gym et en plus, on l'a affilié. Donc là, c'est ma première box, entre guillemets, quoi. Mhm. Et donc, si tu veux, j'ai toujours fonctionné comme ça en créant mes trucs. Donc, c'est excitant d'arriver dans un nouvel endroit. Tu veux créer un nouveau truc, c'est cool, tu t'y entraînes, tu te sens chez toi, ça peut être tes couleurs et tout. Ouais, donc c'est quand même plutôt très, très cool. Est-ce qu'il y a peut-être un type d'entraînement ou une certaine façon d'aborder les entraînements que tu préfères par rapport à d'autres? Ou peut-être quels sont les entraînements que tu aimes le moins faire? Bah, en fait, j'aime tout parce que il y avait beaucoup de choses que j'aimais pas avant. J'aimais pas trop les handstand push-up parce que j'avais un gros problème d'épaule. Tu vois, je m'en suis refait opérer au mois de juin là. Mhm. Donc tout ce qui était la tête en bas, pas les marches sur les mains ou les obstacles, j'aime ça, tu vois. Mais en fait, j'ai juste euh, totalement décidé. Alors c'est un peu fou ce que je vais te dire, mais en fait, j'aborde tous mes entraînements avec amour. En fait, c'est bizarre de dire ça, tu vois, mais avec beaucoup de simplicité. Il faut le faire en fait, tu vois. Et j'arrive, si tu me dis, bah, il y a 100 montées de cordes ou il y a 100 burpees ring muscle up, bah il faut le faire. Voilà. Alors si je suis en forme, je vais donner un bon temps. Si je suis pas en forme, je ne fais pas un bon rendu, mais il faut le faire. Donc en fait, c'est vraiment, et c'est ce qui plaît à mes partenaires d'entraînement, c'est que même si eux ils disent oh, putain, ça va piquer, hein, bah tu vois, moi je la regarde, bah, je leur fais un sourire, tu vois, c'est pas grave, tu vois, oui, ça va piquer, on va transpirer, bah, pire, après on va se doucher, on sera tout propre et on sera content de l'avoir fait. Tu vois, j'essaie pas de me violer l'esprit avec ah putain, là quand même, il y a 200 SM push-up là, oh, bah ouais, bah on va le faire. Et puis s'il faut faire des... Et après, ce qui est intelligent dans l'entraînement, c'est adapter son entraînement et l'intelligence, c'est comment placer son environnement et quel game plan je vais faire parce que je me connais, je sais que je ne peux pas faire 50 strict SM push-up une broken. Donc, s'il y en a 100 à faire, bah, je vais peut-être les faire par 10, tu vois, en Mhm. faisant des petites pots, tu vois, voilà. Non, non, il n'y a rien qui me déplaît, au contraire. Moi, je suis très excité. J'essaie de faire quasiment tous les mouvements du CrossFit sur 10 jours glissants. Mhm. Donc, sur des formules, tu vois, hier soir, j'ai fait un WOD qui était drôle. Hein. C'était 5000 mètres bike erg, avec après derrière 50 deadlift à 102 kg, 4000 mètres ski erg, 40 American swing à 32, 3000 mètres hammer et 30 slam ball à 20. Mais ça, c'est le troisième entraînement de la journée. Et quand il a vu ça, mon partenaire, il m'a regardé, il m'a dit ah, putain, tu fais chier, on va mettre 3 plombes. Je dis écoute, on met un time cap de 45 minutes. C'est-à-dire que si on ne le termine pas, quoi qu'il arrive à 45 minutes, on arrête. Tu vois, c'est Ouais. comme ça que je l'ai vu. Ouais. Je dis, bah, on se fait plaisir et je lui dis intensité 75-80% max. Quoi. Donc en fait, je disais 80% HR sur les ergots, tu vois, c'est l'âge, machin, tu connais la formule. Et l'idée, c'était ça, quoi. Et je dis, par contre, tous les mouvements derrière, on essaie de les faire une broken si on peut, tu vois. Au final, on a fini tous les deux, hein. Il était hyper content à la fin, il m'a tapé dans la main, il avait la langue qui pendait, tu vois, il était fier, quoi. Moi, j'étais content pour lui, j'étais content pour moi aussi, tu vois, c'était cool. Sur une semaine ou sur 10 jours, comme tu l'as dit, sur ton cycle, euh, quelle est la proportion d'entraînement que tu fais volontairement à 100% d'intensité véritablement? Euh, ouais, je te dirais, il y a 2 jours dans la semaine où je me mets vraiment, vraiment dans le mal, on va dire. Le mardi et le jeudi. Parce que le mardi, je m'entraîne 2 fois. Et en général, le lundi, je fais 3 fois. Le mardi, je fais 2 fois. Le mercredi, je fais 2 fois. Et le jeudi, je fais une fois. Et le lundi, s'il n'y a pas trop d'intérêt, en fait, parce qu'on a beaucoup d'énergie, on en a même trop, parce que le dimanche, on a juste fait une petite balade, donc on est vraiment, on a du jus, tu vois. Donc, si tu mets du 100% de ton énergie le lundi, bah, tu casses à peu près, tu perds 40% de ta semaine, quoi, sur une journée. Mhm. Tu combattu sur mardi, t'es pas bien. Par contre, quand tu as bien bougé, tu as bien lancé la machine le lundi et que tu as fait 3 sessions, que tu as bien bougé, quand tu arrives le mardi, tu vois, tu t'es déjà un peu pré-fatigué. Donc, tu peux pas donner une grosse énergie. Donc là, tu mets du 100%. Et après, le jeudi, en général, j'ai que un entraînement et très souvent, c'est juste, tu vois, course à pied, natation. Donc là, je mets du 100% parce que ce sont vraiment pas des lacunes. Mais comme je fais 94 kilos, si tu veux,
L'idée pour moi, c'est d'entraîner mes muscles à ce genre d'effort. Donc Mhm. là, la natation, bon, j'ai cette chance, je nage correctement. Du coup, si tu veux, je me mets vraiment pas très très bien à cet entraînement-là. Et en plus, c'est bien, ça me donne un appétit de dingue. Donc quand je rentre, en plus, c'est un peu le jour où je me fais plaisir, tu vois, parce que bah, j'ai très faim, quoi. Mhm. Et sur Mais tes… sinon, après, ouais, Non, non, vas-y. dis-moi. Bah, après, ouais, je suis toujours entre 60 et 80%, tu vois. J'ai toujours un peu sous le pied. Parce que bon, il faut. Puis j'aime bien rester lucide dans l'entraînement. C'est que le crossfit, c'est quand même, t'as plein de mouvements qui peuvent être dangereux si c'est mal réalisé. C'est obligé de rester quand même lucide dans tout ce que je fais. Est-ce que ton avis, c'est une des erreurs qui sont faites de manière générale, c'est trop d'intensité, trop souvent? Ouais, bah, de toute façon, il y a beaucoup de Google, hein, sans vouloir me moquer, hein. Mais, faut se dire les choses, hein. T'as plein de gens qui sont très bien, mais t'as des gens qui, dès que t'as le décompte de 10 secondes, t'as les yeux qui se révulsent, c'est parti, quoi, hein. Faut envoyer la sauce. Bah, moi, je suis pas. Je trouve qu'il faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut pas confondre la haute intensité, la trop haute intensité. Il faut être vigilant. Quel est, à ton sens, quelles sont les fausses croyances qui sont encore, on va dire, néfastes au CrossFit de manière générale en 2021? Euh, les fausses croyances, c'est de. Ah, je sais pas, c'est vraiment fausse croyance, c'est une question un peu particulière pour moi, ça. T'as des gens qui vont. T'as beaucoup de gens qui veulent vivre leur rêve Mhm. et t'as d'autres, beaucoup de gens qui rêvent leur vie. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tu sais, les gens se prennent un peu trop au sérieux. Et tu vois, les mecs, ils se lâchent une barre à 90, ça y est, ils mettent des chaussettes Nike, des Metcon, un t-shirt Nike Athlète, ils s'en font de la salle, ils se prennent tout seuls. Et puis, tu sais, on pense que machin, c'est des ouf. Je pense que la fausse croyance, c'est de penser qu'on peut tous être professionnels dans un sport, pas que le CrossFit, hein, dans un sport. Il y a un comportement de vie à avoir qui est vraiment pas donné à tout le monde. On voit la face vide de l'iceberg. Ça, tout le monde le voit très très bien. Tout le monde voit bien les réseaux, les influenceurs, les influenceuses. Mais quand vraiment c'est ton métier, à un moment donné, ça ma chérie, c'est ma femme qui me fait un petit coucou. Et quand Ouais. vraiment c'est ton métier, bah en fait, tu te lèves le matin, tu prends pas de bol de choc à pic et tu bois pas un verre de lait et tu te dis pas, allez, c'est ton métier quoi. Donc déjà son téléphone, voir ce que tu vas devoir faire, comment tu vas le faire, c'est un boulot à plein temps. Donc les fausses croyances, ouais, c'est les gens qui pensent que ils peuvent être comme n'importe quel athlète professionnel dans tous les sports, hein, Mhm. mais sans se rendre compte réellement du travail qu'il y a à fournir pour arriver à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent en particulier à l'heure actuelle dans le CrossFit? Ouais, il y a pas mal de choses qui me dérangent. Ouais, je suis un peu en colère. Si tu veux, aujourd'hui, t'as les athlètes, t'as les athlètes, les vrais athlètes, donc t'as les athlètes professionnels, et t'as les Mhm. athlètes qui peuvent en devenir. Et après, tu as les influenceurs. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, si tu veux, volent un peu. Je dis pas qu'ils enlèvent le pain de la bouche des athlètes, mais si tu veux, aujourd'hui, quand tu es athlète et que tu démarres ta saison en faisant ton listing de quel sponsor tu aimerais avoir pour t'accompagner lors de ta saison, Mhm. donc partenaires financiers, dans le textile, dans les chaussures, dans l'alimentation, dans les voyages, machin, toi, et bien à un moment donné, tu as des gens, en fait, moi ça m'est déjà arrivé, que des gens me disent, bah non, on n'est pas intéressé. Et derrière, tu vois une influenceuse française qui va bénéficier, en fait, mais qui fait, qui, mais qui n'a pas, qui a pas un niveau pour être pro, qui n'a pas un niveau pour faire des podiums, et qui Mhm. va bénéficier de ce que toi tu voulais, et qui t'aurait réellement servi, et qui, elle, va en bénéficier, elle ou lui, hein, je donne comme ça, mais pour rien, en fait, juste pour prendre des photos, voyager, machin. Et ça, je trouve ça vraiment mais, incroyable. Et tu vois beaucoup ça en France, beaucoup ça en France. Mhm. Moi, j'ai des copains ou des copines qui ont des super niveaux, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui ont fait des regionals, mais qui ont que 2000 followers, qui n'ont pas de sponsor, tu vois. Et ça, c'est un truc, tu vois les marques nous récompensent. En fait, aujourd'hui, il faut vendre. C'est une société de consommation, il faut vendre. Et c'est plus intéressant de filer un outil à une nana qui a 800 000 followers
qu'un mec en a 20 000. Même si le mec, il est 4 fois champion olympique ou ce que tu veux, parce que lui, il sera pas vendeur, en fait, tu vois. Le mec, ok, bon, il est bon en sport, mais nous, on veut vendre. Et ça, c'est un peu, je pense aujourd'hui, je pense pas être le seul, mais les gens en parlent pas trop. Mais c'est ce qui pourrit un petit peu les vies des athlètes, quoi. C'est que des fois, moi, il y a des sponsorings que je pense, au vu de mes résultats, j'aurais mérité d'avoir des outils au quotidien pour me permettre d'évoluer plus confortablement. Et on me disait non. Et quelques temps plus tard, je voyais des nanas qui bénéficiaient de ces outils-là et j'étais pas jaloux, mais en colère. Je me disais, mais je dis, mais c'est n'importe quoi, c'est complètement débile, c'est idiot. Alors, je comprends le côté marketing, vente, mais derrière, je trouvais ça dégueulasse, quoi. Je trouvais que c'était une injustice. À ton avis, qu'est-ce qui pourrait être fait pour pallier à cette injustice-là à l'heure actuelle? Pour les athlètes qui sont notamment dans le CrossFit, qu'est-ce qui peut être fait de manière pratique? Écoute, j'ai pas vraiment prévu de réponse à cette question. Je sais pas vraiment comment, à l'époque, pas à l'époque, mais dans le système américain, quand un athlète est bon, il bénéficie de bourses et d'aide, en fait, si tu veux, dès qu'il est jeune, pour le diriger, de manière à l'amener sur une voie soit sportive ou étudiante, tout en le gardant bien sûr près de ses études. Et si tu veux, après, les choses se mettent en place pour se développer. Aujourd'hui, absolument pas connues au monde du CrossFit, mais juste parce qu'elles ont une silhouette qui fait que tu portes bien les vêtements. Elles vont te dire qu'elles sont sponsorisées Savage, Bande Primitive, Patin, Couffin, machin. Tu tapes son nom sur Google et tu les vois sur aucune compète. Et tu dis, waouh, c'est fou. Donc, si tu veux, je pense que soit tu es élite et tu as entre 20 et 25 ans, et là, il n'y a pas de question à se poser parce que tu es jeune, tu es beau, tu fais des résultats, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas aidé. Mais en fait, quand tu commences à rentrer dans un certain âge, même si tu vas mettre, alors c'est pas prétentieux de dire ça, mais ça reste la réalité des choses, hein, qu'on prouve le contraire. Même si tu mets des branlés à 80 voire 90% des mecs de 20-25 ans dans ton pays, quoi qu'il arrive, on s'en fout de savoir en France, tu as 41 ans. Tu as 41 ans, tu vois. Donc, mais aux États-Unis, si le mec a 40 ans, et c'était le cas de George Burgess, hein, à plus de 35 ans, il mettait une bonne fessée à plus de 80% des mecs aux États-Unis, il est sponsorisé Nike, il est sponsorisé Rogue, on s'en fout de son âge. Le mec, il bat, il est meilleur que les autres. Donc, plus qu'il est meilleur que les autres, c'est logique qu'il soit récompensé à sa juste valeur. Et en France, c'est pas du tout le cas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est la raison pour laquelle j'ai une grosse partie de mes sponsors qui sont étrangers. Ouais, j'allais demander à quel point ces gros sponsors du CrossFit en général sponsorisent aussi ou peuvent sponsoriser des athlètes français à l'heure actuelle. J'ai pas entendu, ça a coupé, excuse-moi. Est-ce que les grandes marques comme Reebok, Nike et ces autres marques qui sont, on va dire, proches du CrossFit, est-ce qu'elles sponsorisent aussi des athlètes français? Ah oui, bien sûr. Alors, Nike sponsorise Willy George. Ensuite, à Reebok, moi j'étais chez Reebok pendant presque 5 ans. On s'est séparés et j'avais demandé un sponsoring à Nike. Et Nike avait eu la gentillesse de me dire qu'il me suivait depuis une saison, mais que je ne faisais pas partie de leur projet et qu'il fallait que je continue à être plus fort, entre guillemets, pour pouvoir les intéresser. Et c'est l'année où j'avais été l'athlète le plus vieil au monde qualifié en élite au régional. J'avais fait un podium au Wodapalooza et j'avais fait un podium au CrossFit Games. Donc, j'avais trouvé ça un peu bizarre qu'on me dise qu'il faut que tu fasses mieux. Je dis bon, j'en ai conclu que c'était plutôt mon âge parce que là, c'était compliqué pour moi de faire mieux parce que ça a été ma plus belle saison. Et c'était pour la raison pour laquelle je m'étais permis, justement, comme à chaque fois, parce qu'avec mon staff, on a vu que j'avais fait une belle saison sur les statistiques, de demander à Nike, ils avaient dit non. Donc, je suis OK, c'est pas grave. Est-ce que tu as d'autres projets en termes de sponsoring qui te réjouissent, on va dire, dans peut-être les mois à venir, sans nécessairement dévoiler quoi que ce soit si tu peux pas le faire? Non. Là, honnêtement, pour être tout à fait honnête, il y en a peut-être deux sous la table, mais maintenant, à mon âge, on me promet beaucoup de choses. On me promet des choses parce que les gens connaissent mes ambitions. On me promet des choses, mais tant que c'est pas signé,
Tu vois, je prends du recul et je me dis que pour l'instant, il n'y a rien. Non, honnêtement, j'attends plus rien. J'ai des sponsors qui sont fidèles. J'ai un sponsor suisse avec qui je suis depuis longtemps. Mhm. Un sponsor espagnol avec qui je suis depuis le début. Ça fait des années, c'est super. J'ai cette chance de pouvoir d'être fidèle à mes sponsors et les avoir depuis longtemps. Donc, on fait un travail sur du long terme. Mhm. Maintenant, nous, ce qu'on veut avec ma femme, tu vois, c'est gagner les games. On aimerait être champion du monde. Et puis, au mois de septembre 2021, raccrocher, c'est-à-dire ne plus faire ce que je fais au niveau professionnel, et même plus au niveau amateur, hein, juste maintenant faire autre chose. Mhm. Voilà, c'est mon travail, donc non, j'attends rien du tout. J'ai ce qu'il faut, et honnêtement, j'ai une vie de famille qui est sympa, donc c'est cool. Qu'est-ce que tu penses ou alors, je vais reformuler la question. Quelles sont les différences principales entre les compétitions Open et les compétitions Master quand il s'agit des games, notamment au niveau du format, au niveau de l'intensité? Est-ce que c'est très similaire ou est-ce que c'est assez différent quand même à chaque fois? Bah non, en fait, justement, c'est complètement différent. Je trouve, hein, je trouve qu'il y a une trop grosse différence entre les élites et les masters. Mhm. Alors pourquoi je dis ça? Parce que en fait, quand tu prônes le CrossFit, tu le mets en avant à travers un CrossFit santé. C'est-à-dire que tu dis aux gens, si vous voulez être plus en forme, vieillir plus lentement, vivre plus longtemps, faites du sport. Et c'est vrai que le CrossFit est arrivé avec un protocole de folie, avec un truc bien ancré. Bon, voilà. Et on te montre des gens qui sont diabétiques, des gens qui sont obèses, des vieilles personnes, monsieur, madame, tout le monde. Si tu veux vendre le CrossFit de cette manière-là, je pense pas que ce soit la bonne manière que de montrer dès que tu tapes CrossFit sur Internet, que de voir que des nanas hyper en forme, super sculptées, qui font des trucs de fou, ou des mecs qui ont 25 ans, qui sont en moitié bodybuildés, qui font des putains de barres, qui font des shapes de fou, qui sont super en forme. Parce que monsieur, madame, tout le monde, quand ils voient ça, ils peuvent pas, tu vois, se représenter, en fait. Ils disent, ouais, c'est des trucs de fou, je ferai jamais ça, c'est trop dur. Par contre, quand tu vois un master, qui a entre 35 et 40, 40, 45, 40 et 50, 50 et plus. Et tu vois, des mecs de 50 ans, des nanas de 50 ans, des mecs de 40, 45 ans qui ont des beaux shapes, qui marchent sur les mains, qui montent à la corde, qui font des trucs. Monsieur, même tout le monde, qui ont été un peu sportifs à l'époque, ont eu des gamins qui ont un peu arrêté parce qu'ils ont construit une maison, parce qu'ils ont eu un niveau professionnel, une belle évolution et tout ça. Et quand ils tapent CrossFit, ils voient ça. Ils vont se dire, putain, mais s'ils le font, je peux le faire. Tu vois. Et je trouve que malheureusement, on ne met pas suffisamment en avant les masters, alors qu'à la base, le CrossFit, hein, on ne le vend pas comme un CrossFit élite. On le vend comme un CrossFit de la possibilité de tout faire, tout le temps et n'importe quand, à n'importe quel âge. Donc en fait, si tu veux, moi je me rappelle bien, à n'importe quel âge. Donc il ne faut pas montrer que des gens qui ont 25 ans. Donc quand tu vas au CrossFit Game, on a une super dotation, c'est beau. Sauf que quand tu as 25 ans, et que tu es pro, tu vas au game, tout est payé en fait. Tout est payé, machin, c'est super. Quand tu es master, moi j'ai cette chance-là, je suis pro. Mais il n'y a pas beaucoup de masters qui sont pro. Donc le mec arrive, il paye son billet d'avion, il paye son hôtel, il paye sa voiture de location, il paye ceci, il paye cela. Quand il arrive là-bas, il n'y a même pas une caméra pour filmer, pour mettre en avant, pour donner des souvenirs. En 2017, on était super médiatisés. Et 2018-2019, il n'y avait que dalle. Et on était en espèce de hangar au CrossFit Game. On ne peut même pas aller dans le dôme et tout. Enfin, tu vois, à un moment donné, tu as un décalage qui est énorme et qui est, pour moi, absolument. C'est une injustice phénoménale. Là, le voyage est pour tout le monde le même. Et puis surtout que chez les masters, dans chaque catégorie, on prend les 10 meilleurs mondiaux. On prend que les 10 meilleurs mondiaux. Si on ne prend pas les 250 meilleurs athlètes de chaque pays. Et puis, non, on prend les 10 meilleurs athlètes de toute la planète dans chaque catégorie. C'est énorme. Donc, la qualification, elle est serrée. Donc, quand tu arrives là-bas, tu attends un minimum de reconnaissance, un minimum de structure pour l'athlète, machin. Donc, oui, tout est mis en place pour que tu te sentes bien. Mais par contre, la manière de là où tu fais les WOD, comment les WOD sont écrits, ça laisse vraiment à désirer, quoi. Moi, je peux te dire qu'en 2019, moi, j'avais parlé à Eric O'Connor. Quand tu vas au CrossFit Game, tu t'attends à des trucs exotiques. Moi, tous les WOD qui avaient été proposés en 2019, c'est des trucs que je peux faire dans mon garage. Je n'ai pas besoin de sortir plus de 6 000 ou 7 000 euros pour moi et ma famille pour aller au game. Je peux rester chez moi, les garder pour faire des voyages. Parce que clairement, c'était que des trucs que tu peux faire chez toi, quoi. Sauter sur des box, faire des reçoits, des montées de corde, des double under.
et décliner des snatchs, quoi. Enfin, et à un moment donné, il faut autre chose, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance que ça change pour le meilleur avec le changement à la tête de CrossFit récemment? Bah écoute, ouais, je pense que, à mon avis, je pense, voilà. Je peux pas trop m'avancer, mais il y a quand même des certaines directions que le CrossFit sont en train de prendre qui me semblent de bon augure, Qu'est-ce qui, surtout pour le master. qu'est-ce qui te fait penser ça? Bah parce que Rick Rosa, qui a la direction de CrossFit, c'est quand même un mec qui a un certain âge, qui est physiquement assez impressionnant parce qu'il s'entretient vraiment bien. Donc c'est lui-même un master. Je pense qu'il a une vie de famille, tu vois. Et puis il essaie de trouver des solutions vraiment adaptées. Il remet un peu si tu veux. Enfin, en tout cas, nous, quand on regarde le rulebook des masters, il y a quelques petites choses qui changent et qui me semblent vraiment très correctes. Donc Hmm. maintenant, je pense qu'il faut attendre de voir pour ensuite dire et faire un retour. Tu vois, Ouais, ouais. il y a des choses qui te laissent sous-entendre, mais il ne faut pas oublier avec tout ce qui se passe actuellement avec le Covid, tout ce qui, tu vois, par exemple, Wodapalooza n'auront pas lieu cette année. Ils auront lieu pour leur 10e anniversaire qu'en 2022. Il y a Hmm. beaucoup de choses qui évoluent, donc si tu veux, bah, eux, là, tu vois, par exemple, les Open en 2021, ça va se faire que sur 3 semaines Ouais. et ce sera des walks que tu pourras faire avec un minimum de matériel. Donc là, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent changer. Tu vois, donc finalement, on ne sait pas trop, quoi. On ne sait pas trop où on va, mais en tout cas, je pense que CrossFit, en tout cas, c'est le maximum pour que ça se passe le mieux possible, de la meilleure des façons possibles pour que justement les gens soient tous plus ou moins ravis et contents, quoi. Un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le dopage. Donc, avec ton passé athlétique dans différentes disciplines à haut niveau, je pense que tu as dû connaître les tests et les protocoles, etc. À l'heure actuelle, on en est où dans le CrossFit par rapport à d'autres sports pour ce qui en est du dopage? Euh, alors, pour le dopage, bah, dans le CrossFit, il y a forcément des contrôles, hein. Dans les compétitions assez importantes, comme dans d'autres compétitions, tu as des contrôles, notamment les podiums sont contrôlés. Hmm. Tu peux avoir des contrôles inopinés. Maintenant, on va pas se voiler la face, hein. Clairement, tu as quand même des gens qui ont tout au long de l'année, qui ont des physiques assez incroyables, hein. Tu prends l'exemple de Matt Fraser, qui lui est vraiment pour moi, qui je l'espère, en tout cas je le pense, quelqu'un de propre et de clair, hein, parce que tu vois ce mec-là au CrossFit Game, il est relativement sec. Et après, tu vois, dans la relance de la saison, c'est un mec qui prend un petit peu de gras, tu vois, qui a un petit peu de ventre, tu vois, qui Ah, il fait prend une deux période mois de vacances, foncière. quoi. Tu vois, ouais, tu vois, tu as vraiment il y a quelque chose de logique, en fait, tu vois, que je trouve vraiment logique dans son processus. Donc, tu vois, moi, j'avais vu aussi la Pin Battle en 2016, après les games, ses premiers games qu'il avait gagné, ouais, il était costaud, tu vois, un petit peu rond, tu vois, il avait quelques formes. Enfin, tu vois, moi, je trouvais ça logique, un mec, tu relâches un peu, tu as quand même des mecs, tu vois, qui sont secs, très, 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 très secs, tout au long de l'année, mais ils sont très forts, très endurants, très gym. Bon, je sais plus, je me pose pas trop de questions parce que, comme je te dis, je vois, j'observe, mais bon, j'analyse. Pour moi, tu me poses la question, le dopage est partout. Qu'on le veuille ou non, le dopage il est partout, même dans ta petite salle de musculation à côté de chez toi, plein d'amateurs, il est partout. Après, chaque personne qui se dope met en place, prend ses responsabilités, euh, chacun gère comme il veut sa santé. Et puis voilà, hein, j'ai pas. Après, je sais, bon, il y a des contrôles, ça c'est évident. Au CrossFit Games, il y a des contrôles. Moi, je me fais contrôler. Maintenant, tous les athlètes arrivent à un certain niveau de compétition, présentant des compétitions à un certain niveau, bah, se font contrôler. Et puis, bah, de toute façon, tu veux jouer, tu te fais attraper, eh bien, tant pis pour toi, hein. Tu passes pour un tricheur, et puis voilà, hein. Tu penses est-ce qu'on est encore loin des contrôles qui peuvent se faire dans d'autres sports hors saison aussi, chez les gens, des choses comme ça? Est-ce qu'on en est encore très très loin de ça dans le CrossFit? Euh, non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que alors ça a coupé. J'espère bien avoir compris ta question. Alors, je la répète si Répète. tu veux, il n'y a pas de problème. Ouais, La question, c'était s'il te plaît. est-ce qu'on est encore très loin des tests en hors saison où il y a des gens qui se présentent chez toi pour des tests, même très très Ah non, loin non, des bah, contrôles? non, mais c'est déjà arrivé, hein. Non, c'est déjà arrivé. Ok, Là, tu m'entends toujours là? ouais, ouais, c'est bon. Ouais. Non, c'est déjà arrivé, hein. Ah non, mais justement, je pense que la veille des compétitions, que ce soit l'AMA ou la FLD,
il y a des contrôles inopinés. Maintenant, forcément, vu que c'est pas une fédération, moi j'ai connu ça en bobsleigh, où à une certaine période de la saison, tu dois dire où tu es à chaque fois, tu vois, ce que tu fais. Hmm. Tu peux avoir des contrôles n'importe quand. Moi, j'ai eu des contrôles sur une piste d'athlète où le laboratoire était à côté, ils sont venus me voir. Donc ensuite, c'est un petit peu différent, forcément. Après, quelqu'un qui n'est pas professionnel, c'est quand même assez difficile de dire ok, je vais venir chez toi. Alors bien entendu, si le mec a participé à une grosse compète ou s'il envisage de participer à une grosse compète, il faut le prévenir au préalable par email ou par téléphone pour lui dire tel jour à telle heure, mais du coup c'est plus trop inopiné quoi. Mais du Hmm. coup, si tu as chez quelqu'un, moi tu viens chez moi par exemple en Corse et puis bah, je suis sur le continent, bah, tu vas pas me mettre une amende parce que je suis pas chez moi. Tu dois me prévenir, comme ça je m'assure de rester à la maison et tu viens me contrôler. Mais dans ce cas-là, c'est plus vraiment un contrôle inopiné quoi, tu vois. Tu me préviens. Donc c'est un peu particulier. Mais quand tu dépends d'une fédération, là, ils sont différents. Là, ils ont ton adresse, ils savent où tu t'entraînes, ils savent qui sont tes sponsors, tes entraîneurs. Ils peuvent dire à tes entraîneurs, bah, vous êtes tel jour à telle heure, attention, ne prenez pas votre athlète, on va venir contrôler. Et puis après, l'entraîneur ne doit rien dire. Tu vois, voilà, il y a un protocole. Donc, c'est forcément un peu différent, il n'y a pas de fédération. Donc, mais il y a des contrôles, attention, oui, oui. Pas croire qu'il n'y a pas de contrôle. Mais c'est du dopage. Dans le Tour de France, il y a plein de contrôles. Bah, il y a plein de dopage aussi. Ouais, l'un n'empêche pas l'autre. Comment est-ce que tu trouves un équilibre entre ta vie de famille et puis ensuite ta vie d'athlète professionnel dans le CrossFit? Bah, moi, je trouve mon équilibre très normalement. Je me prends pas la tête en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il y a mon travail, il y a mon travail normal, et le soir, on va dire qu'à 18h, je fais en sorte que mon travail soit terminé. C'est-à-dire que mon équilibre est simple. Chez moi, il n'y a pas une médaille, il n'y a pas un trophée, il n'y a rien du tout, nulle part. C'est une maison comme Monsieur, Madame, tout le monde. Et ensuite, le matin, bah, voilà, je vais au travail. Le soir, je rentre au travail. Ma femme me pose la question de savoir si ma journée s'est bien passée, sans spécialement me demander mes performances ou autres. Et puis, elle me fait confiance. Et puis, bah, en gros, elle sait juste que s'il y a une compète, bah, c'est pas top, c'est que bah, forcément, j'ai mal travaillé. J'ai pas amené correctement mon projet où il fallait. Et par contre, s'il y a une compète, bah, j'ai bien performé. Et bien là, je sais que j'ai bien bossé, donc voilà, donc le projet est réalisé. Mais non, non, alors, franchement, c'est ça qui est cool, c'est que je sais bien faire la part des choses. Tu vois, voilà, je suis athlète pro. Si Manu m'appelle à 14h en me disant ton fils est malade, il faut venir chez le médecin, et j'ai entraînement à 15h, ben je vais pas à l'entraînement. Tu vois, je m'occupe, il y a mes priorités. Même si je suis athlète pro, je gagne ma vie avec, quoi qu'il arrive, ça reste que du sport. Enfin, ça, je le mets bien en avant, ça reste que du sport. Et c'est pas ma passion, le CrossFit, c'est mon travail. Ça veut dire qu'au même titre qu'un mec qui bosse dans un bureau, qui a un boulot, peu importe lequel, si son enfant est malade, il peut demander une après-midi de congé ou une journée de repos en disant garde l'enfant malade à la maison. Bah, moi, c'est pareil. Moi, le CrossFit, c'est mon travail. Si mon fils est malade, bah, moi, j'ai pas besoin de demander à mon patron une demi-journée, mais je la prends et je ne rattraperai pas l'entraînement que j'ai raté. C'est pas grave. Parce que j'ai loupé un jour, 2 jours, 3 jours d'entraînement que je suis plus mauvais, tu vois. Ça sera à moi de composer d'une manière différente sur la fin de la semaine ou de la semaine d'après pour voilà, jongler un petit peu pour être plus fort ou enfin plus fort, plus pertinent à l'entraînement, on va dire. Au travers de toutes tes rencontres on va dire les hauts niveaux du CrossFit et tous les participants, est-ce que la majorité des gens abordent le CrossFit comme toi à ces niveaux-là, ou est-ce qu'il y a quand même encore la majorité des gens qui sont très, on va dire, pris par le sport? Bah, en fait, je pense que très honnêtement, moi j'ai une vision du CrossFit. Moi, quand tous les gens qui parlent avec moi parlent de CrossFit, ils sont passionnés. Ils sont passionnés de CrossFit. Bah, moi, je suis pas passionné en fait. C'est-à-dire qu'en gros, quand je vais arrêter ma carrière au mois de septembre, squats bien au-dessus. Attends. Tu m'entends là? Là, c'est bon. Ok, je crois que mes AirPods ne fonctionnent plus, mais au moins, moi je t'entends. Euh, non, je vais les enlever, ça sert à rien de les garder aux oreilles. Au moins, moi, mon CrossFit, c'est mon CrossFit à moi, tu vois. Ouais, Enfin, c'est le mien, c'est pas celui du voisin. Donc, t'as les... Ok, ça marche. Il y a le bébé qui va aller au dodo, donc je parle plus trop fort. ça Ouais, marche. c'est mon CrossFit à moi, donc du coup, je suis pas du tout dans la thématique
de vouloir que les autres aient ma même vision. Mais ouais, je pense que les gens se prennent la tête. Vraiment, quand ils sont passés de CrossFit. Soit ils mangent zone, soit ils mangent paléo, soit ils sont végétariens, véganes. Enfin, après, bon, il y a des gens qui sont véganes, végétariens, c'est enfin, c'est des causes, donc ça je respecte. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je mange du pâté, je bois un petit peu de pinard, je bois un peu de bière, tu vois. Après voilà, je sais à quel moment de la saison, je dois aussi fermer un peu les robinets pour être plus performant, mais voilà. Je pense que les gens, ils sont complètement un peu fous, tu vois, parce que le CrossFit, c'est quand même, c'est gros, en fait, tu vois, il n'y a pas vraiment de. Mhm. C'est énorme, en fait. C'est énorme. Donc, dès que les gens sont passionnés de CrossFit, bah, si tu veux, euh, ils mettent tout dedans. Tu vois, ils sont à fond dedans. Et ça, moi, je ne peux pas avoir ça dans mon entourage. Voilà, pour me permettre, moi, d'être ce que je suis aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir un mec qui a du bidon, qui boit de la bière, qui a d'autres problèmes dans sa vie un problème de bah, mon stage à 90, il n'est pas passé, ou mon stage à 100, tu vois, bah, mon gamin était malade, je ne peux plus l'amener à l'école, tu vois, voilà, des vrais problèmes de la vie, en fait, tu vois, des vrais problèmes de la vie. Donc moi, j'ai besoin de m'entourer de monsieur et madame tout le monde pour pouvoir complètement sortir du CrossFit, donc de mon job. Un mec qui bosse toute la journée, qui est ingénieur en bioméca, par exemple, le soir, quand tu rentres chez lui, s'il y a bien un truc dont tu n'as pas envie de parler, c'est bioméca. Quoi. Et bien moi, c'est pareil. Moi, tu vois, à 18h, on rentre à la maison, il y a bien un truc que j'ai pas envie de parler, c'est de CrossFit. J'ai pas envie de parler de CrossFit, j'ai pas envie de regarder du CrossFit. J'ai juste envie de me détacher de tout ça et de parler de choses. J'ai envie de parler de caca de mon fils, de couches, avec quel copain on va aller faire une randonnée ce week-end. Ah, machin, il a une naissance. Tu vois, tu as d'autres sujets de conversation. Ma femme est pilote d'hélicoptère. Mhm. Donc, du coup, tu vois, son vol s'est bien passé. Elle me montre des vidéos, des photos, des paysages qu'elle voit, tu vois, en altitude et tout. Bon, c'est ça la vie, tu vois. C'est ça. Donc, moi, j'ai un CrossFit. Voilà, je suis pas passionné, c'est mon travail. Maintenant, je peux comprendre que les gens aiment ça. Mais des fois, ça prend. Des fois, t'as l'impression que c'est toute leur vie, en fait. Enfin, c'est du matin au soir, c'est toute leur vie. Quoi. Et ça fait un peu peur. Enfin, tu vois, moi, ça, dans mon entourage, j'en veux pas. Quoi. Mhm. C'est pas ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu aimerais voir plus souvent dans le monde du CrossFit là aujourd'hui? C'est-à-dire, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'à ton sens devrait être plus présent dans que ce soit les mentalités ou dans la façon de faire les choses dans le CrossFit aujourd'hui, mais qui ne l'est pas pour une raison ou une autre? tu veux dire sur les athlètes, les gens qui le pratiquent, Mhm. Ouais. ouais, je dirais un comportement, tu vois, un comportement, c'est-à-dire une façon de vivre complètement détachée, c'est-à-dire que tu peux apprécier quelque chose, mais sans spécialement le véhiculer au quotidien en permanence. C'est-à-dire que par exemple, quand tu sais, quand un crossfitter, il doit avoir un survêtement, un Nike ou Rogue, la paire de Metcon avec laquelle il va s'entraîner, c'est avec laquelle il va aller se balader le week-end avec ses copains ou ses copines. Ouais, c'est quelque chose comme quelqu'un qui, quand il sort de chez lui, il met un petit pantalon, tu vois, tu sais pas vraiment ce qu'il fait, tu vois. En fait, c'est cette capacité, c'est un peu ce côté caméléon, c'est cette capacité d'avoir une tenue pour aller travailler, pour s'entraîner, et une tenue pour quand tu fais autre chose. Tu vois, cette facilité de tomber la facilité du côté confortable. Le survêt, c'est confortable, donc je m'entraîne en survêt, mais j'ai fait mes courses en survêt. Ouais, je fais cet effort tout le temps, tu vois, de m'habiller parce que la tenue que j'ai au travail, c'est pas forcément la tenue que je dois avoir à la maison. Donc en Mhm. fait, je pense que je pense que c'est une question de comportement et de caractère. C'est tout. Voilà. Moi, ma femme, ça, là, tu vois, je suis pas rasé parce que on va en week-end demain chez des amis et j'ai envie d'être propre pour nos amis. Excuse-moi, j'ai pas été propre pour toi, je m'excuse. J'en veux Mais pas. ça me fait plaisir que ma femme me voit raser de près. Tu mets une jolie petite montre, tu te mets un petit t-shirt sympa, un petit polo, un petit chino, une petite paire de pont, ça fait plaisir. Tu vois, tu as le côté, voilà, mon job et le côté, bah, voilà, on va se balader chez des amis, on se fait beau, c'est un week-end. Le week-end, je ne vais pas amener une seule paire de basket dans la voiture, hors de question. Hein. C'est simplement un petit sac à main avec dedans des affaires pour le week-end. Mhm. Si tu avais, Alex, si tu avais un conseil pour ceux qui aspirent performer au plus haut niveau dans le CrossFit, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de simplement prenez votre temps. Donc prenez vraiment votre temps, ne confondez pas vitesse et précipitation.
Euh, le crossfit ou le football ou la muscu. Moi, je pars du principe que le crossfit, c'est de la culture physique à la base. Hein. À la base, on en a fait de la compétition, mais le crossfit, en proprement dit, c'est pas vraiment un sport quelque part. C'est plein de disciplines hein, que tu balances dans une espèce de boule que tu secoues très fort, un checker, et quand tu le balances, tu peux sortir un milliard de combinaisons possibles en fait. Hein. C'est incroyable, c'est infini. Moi, je dis aux gens, tu vois, sur 1000 personnes, tu n'es même pas sûr d'avoir une personne qui peut être professionnelle. Donc en fait, il ne faut pas miser sur l'envie d'être pro, parce que chaque année, en fait, ça évolue. Tu as toujours un mec qui sort, et puis surtout, c'est facile. Tu vois, tu peux être très bon, et puis un jour, tu vas à l'entraînement, tu es motivé, et tu te fais mal. Tu te fais mal. Et puis, c'est un petit truc, hein, mais ça te prend 2 ans, et ça ruine tes objectifs. Je pense qu'il faut d'abord miser sur son côté intellectuel, ou ce côté, est-ce que tu es fait pour être ingénieur, charpentier, dentiste, coach, tu vois, miser sur ton côté intellectuel. Et une fois que tu as ces outils intellectuels qui te permettront de gagner ta vie, et après, tous ces outils pédagogiques qui, au fur et à mesure, te permettront d'avoir une vie de famille, et si tu veux ou pas des enfants, et d'évoluer, faire une maison, avoir ton chien, une belle bagnole, ton van, tes enfants, c'est cool, tu as tout. Tu t'éclates en fait, tu as une belle vie, une femme qui t'aime. Avant d'avoir des enfants, bien sûr, d'accord, j'ai un peu extrapolé là, mais euh, tu te dis, j'ai des possibilités, et tu t'assures d'avoir un entourage de personnes saines, hein, qui t'aident à aller dans ta direction, dans ton objectif. Et normalement, tu vas vite voir si tu as les capacités ou pas de l'atteindre. Donc, tu as la capacité physique, qui est importante, tu as la capacité mentale, tu as la capacité sentimentale, ton entourage, ta femme, tes amis, et après, tu as une capacité financière. Parce qu'il faut qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, si tu n'es pas connu, si tu n'as pas un petit peu d'oseille, c'est quand même compliqué. Si tu te qualifies une compète en ligne aux États-Unis, que le billet d'avion est déjà à 1200 balles, même si tu le prends 3 mois avant, après, tu as l'hôtel, c'est compliqué, tu vois. Enfin, Mhm. tu vois, voilà, c'est pas facile. Donc, Mhm. tu vois, quand tu as réuni, tu as vu, j'en ai sorti quand même 4 qui sont quand même importants. Ouais. Quand tu as réuni, puis après, attention, hein, parce que tu as l'ostéo, tu as le kiné, tu vois, il faut s'organiser. Mhm. Euh, Quand tu es capable de réunir toutes ces données-là, et que tu peux le mettre en application et que tu as un objectif, tu vois vite si tu as les capacités ou pas. Tu as des gens en fait qui pensent que, en fait, tu vois, qui à l'âge de 22 ans pensaient, ils en ont 28, ils pensent toujours. À un moment donné, il faut savoir dire, il faut savoir s'arrêter et dire, mec, bon, enfin, tu vois, t'as pas 50 000 balles sur ton compte pour faire ta saison. Tu travailles à côté, tu peux t'entraîner qu'une fois par jour, ou tu manges avec ton tupperware vite fait pour t'entraîner un peu le midi, tu vois, tu fais du brick et du broc. Si vraiment tu veux être pro, notamment aujourd'hui, je parle en élite, Mhm. euh, mec, il faut que tu t'entraînes de 7h à 8h30, de 11h à midi et demi, et l'après-midi de 14h à 18h, quoi. Enfin, tu vois, et puis il faut que quelqu'un te coach, et puis il faut programmer ton hydratation, ton sommeil, il faut que tu vois un chiro, un ostéo, un kiné, un coach mental, il faut un préparateur physique, il te faut également un psy. Enfin, tu vois, c'est quand même, c'est lourd, quoi. Ouais, Donc tu ouais. vas vite, rapidement voir si tu peux ou pas, quoi. Le rêve va vite s'arrêter, quoi. Et puis aujourd'hui, quand tu vois un mec, je dis une bêtise, mais qui va snatcher une barre à 110, 115, qui peut te faire le 3000 mètres course à pied, admettons, en 11 minutes 30, qui va te faire un épaule à 140, qui te fait 30 barres muscle avec une broken, et qui te fait 200-300 double under, une broken, ce mec-là, pour le commun des mortels, c'est un extraterrestre. Tu te dis, ouais, il Mhm. est fort, mais ça suffit même pas pour se qualifier au game. Enfin, tu es à des années-lumière, tu Mhm. vois. Donc déjà, si tu vois, cette fenêtre, en fait, il y a des gens qui, elles s'en trouvent un petit peu, ils ont une petite lueur, ils passent juste l'œil, mais tu vois, tu as la porte qui est coincée, tu vois, là. Ils n'arrivent pas à la pousser, mais ils luttent depuis des années. Ils pensent que, tu vois, c'est comme rêver sa vie, tu vois, ou vivre ses rêves. Mhm. Bon, moi, j'ai cette chance, tu vois, d'avoir vécu mes rêves. Alors, c'est le bon Dieu, hein. Moi, je suis croyant, peut-être que, tu vois, je touche du bois de la peau de singe, hein. Je me dis que, tu vois, si j'ai de la chance, tant mieux. Mais je sais aussi tous les sacrifices que ça en découle. Mhm. Et aujourd'hui, je pense que tu n'as pas beaucoup de personnes qui sont capables de faire ce genre de sacrifice. C'est vraiment pas facile. Alex, en tout cas, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi et d'en apprendre un petit peu plus sur comment tu penses et comment tu fonctionnes. Où est-ce que les gens peuvent te trouver sur les réseaux? Nulle part.
Non, je déconne, c'est pas vrai. Euh, les gens ils tapent Jolivet.Alexandre. Alors, on est sur Instagram, mais je suis pas, je suis assez actif au niveau des sponsoring. Je mets un peu dans mes sponsors. Après, je mets un peu en avant ma vie de famille maintenant. Et tout le monde connaît mes objectifs cette année. Moi, j'ai un but. Hein. Mon but, c'est si les French Throwdown sont maintenus, c'est de les faire en élite. À Mhm. 40 et j'aurais presque 42 ans, donc en élite, essayer d'aller en finale. Faire un top 10, tu vois, en social, c'est cool. Et d'aller au CrossFit Games et les gagner. Voilà, les gens peuvent me voir là-dessus. Maintenant, je te dis, je suis vraiment dans une good vibe, tu vois. C'est vraiment le côté, je m'entraîne pour moi. Je veux faire les meilleures performances possibles. Tu vois, tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai fait un truc qui était cool. Je me suis fait Linda ce matin. Et, euh, et du coup, après, je me suis dit, bah, tiens, je vais me faire, j'ai laissé genre 10 minutes de récupération. Je me suis dit, tiens, je vais me faire un max en clean, en squat clean. Mhm. Et tu vois, j'ai fait une barre à 160. Alors, c'est pas une barre extraordinaire, mais tu vois, j'ai pleuré parce que, en fait, j'étais rempli d'émotions parce que, comme je me suis opéré de l'épaule, c'est le genre de barre que je pensais plus faire. Mhm. Et du coup, je trouve ça tellement cool, tu vois. J'ai même pas pu crier de joie, de colère, du putain. Ouah, non, ouah, j'étais content en fait, tu vois. J'étais rempli d'émotions. J'ai dit, putain, c'est incroyable, c'est tellement beau. Et tu vois, voilà. Donc maintenant, je suis plus dans un truc où j'ai vraiment envie de voir si je peux encore progresser. Ça serait vraiment beau, tu vois. Je serais tellement content. Et je sais où là où je suis un peu plus faible, ce qui est normal, hein, c'est l'équilibre un petit peu, et d'essayer d'avoir un meilleur fitness malgré mon âge, et d'aller le plus loin possible. Et puis en plus, ce qui est cool, c'est que j'ai reçu des messages vraiment gentils de mecs qui sont jeunes. Et tu vois, si on peut donner un peu de motivation et un peu réchauffer un peu le cœur de ces gens-là, en plus par les temps qui courent, bah, tu vois, ça c'est quelque chose qui me touche davantage en fait. Mhm. Ouais, et je pense que c'est super intéressant d'avoir la perspective d'un gars comme toi qui a quand même beaucoup de vécu dans le sport de haut niveau et qui a une approche très très pragmatique à ton job, qui est vraiment pas la pensée commune, on va dire, dans le monde du CrossFit à l'heure actuelle. Donc, merci encore à toi.